Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro d'Île-Fond Actu. Je suis ravi de vous retrouver en plateau. Comme d'habitude, je vais vous le faire à chaque coup. N'hésitez pas à vous abonner à nos publications, ça vous donnera la fraîcheur de nos parutions. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui nous touche tous de près ou de près. Il s'agit des marques. Comment transforme-t-on une marque aujourd'hui, en 2025? J'ai avec moi deux invités, Cécile Ayed et Anne Malberti. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous faites partie de CBA. Alors, on ne va pas trop en dire pour l'instant. Avant ça, j'aimerais qu'on vous présente à nos amis comment vous avez traversé la vie jusqu'à venir aujourd'hui sur ce plateau, peut-être? Alors moi, je suis Cécile, j'ai 53 ans et j'ai découvert les marques il y a 30 ans. Ouais. J'ai eu la chance de partir après mes études, travailler 5 ans à Londres et répondre à une petite annonce et je suis tombée dans une agence de branding. Et vous? Alors moi, Anne, 57 ans, un très joli rôle, grand-mère depuis peu. Magnifique, bravo, félicitations. Donc j'ai démarré dans les marques, mais plutôt côté annonceur. Voilà, une quinzaine d'années. Et alors, vraiment par hasard, suite à une expatriation, je suis passée de l'autre côté de la barrière, donc en agence, Expatriation où? en Italie. D'accord. Voilà, et puis finalement, c'est une belle histoire, puisqu'en fait, j'ai rencontré un homme dans cette agence. Ça a duré 20 ans. Et puis après, j'ai rencontré une femme depuis 1 an. Et donc voilà, ça continue, c'est une belle histoire. Formidable. Alors, vous l'aurez compris, on va parler de marque aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre CBA? Je le fais moi parce que je viens de rejoindre CBA à fin janvier. On a dit que c'était toi parce que moi, ça fait 20 ans. Tu te souviens? Je me souviens. Donc, alors, moi, pourquoi j'ai rejoint CBA? Parce qu'en fait, on est dans une industrie. Alors, je sais que tout le monde ne connaît pas très bien notre industrie, mais l'industrie de la communication est un peu chamboulée en ce moment avec l'IA. Et moi, ce qui m'intéresse dans le modèle de CBA, c'est qu'en fait, on est une taille humaine parce qu'on a 9 bureaux dans le monde, on est 350 personnes, on est quand même très connectés avec tous les bureaux. Et par contre, depuis 1 an, on fait partie d'un groupe qui s'appelle WPP, qui sur les concurrents, c'est Publicis, Havas, etc. Donc, c'est des gros groupes de communication et qui nous donnent aujourd'hui la possibilité d'avoir accès à la data, à la tech, qui est quand même pas si accessible. On s'en servait pas il y a quelques années encore de ça? Beaucoup moins. Moins, ok. Aujourd'hui, en fait, on peut plus faire sans. Et moi, ce qui me plaît, en fait, c'est cette combinaison entre humain et cette puissance globale de tech que je trouve intéressant comme modèle et assez unique finalement. Parce que quand on a cette taille d'humain, on garde cette agilité que certains grands groupes n'ont plus, en fait. Et il faut rester agile dans le monde des marques? Tout le temps. Parce que notre métier, c'est... moi, ça fait 30 ans que je le fais et j'ai l'impression que j'ai changé plein de fois de métier. Dans la vie, vous êtes plutôt copine, non? En fait, on s'est rencontrés par le travail Ah, c'est ça. et ça a l'air plutôt de fonctionner. Qu'est-ce qui vous complète? Je crois qu'en fait, on ne se complète pas vraiment. Alors, on ne se complète pas vraiment parce que je pense qu'en fait, on a un peu les mêmes modes de fonctionnement, un peu les mêmes valeurs, D'accord. une certaine prise de recul. Je pense qu'on a besoin quand même de pas mal de recul. Et donc, du coup, finalement, c'est plus par nos équipes de comment on va s'entourer, qu'on va peut-être se faire compléter. Mais quelque part, c'est quand même... Alors, ça peut être très sympa de travailler avec quelqu'un fondamentalement différent de soi-même. Moi, dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui est très différent de moi et justement, on se complète. Mais c'est quand même, finalement, quand c'est assez évident, spontanément, c'est assez fluide. Si vous deviez, pour les gens qui n'ont pas encore le plaisir de vous connaître, résumer votre binôme, allez, en 3 mots? Alors, c'est un binôme, je pense que vous l'avez ressenti, qui est dans l'action. Ouais. Un binôme qui aime transmettre et embarquer les gens. Parce qu'en fait, toutes les deux, on travaille quand même beaucoup pour se marrer, être avec nos équipes. Alors nous, on trouve qu'il y a du plaisir, qu'on soit un peu honnête. Je pense que quand on est là toutes les deux, on doit être un peu fatigante pour nos équipes. Et bon, Il n'a pas osé encore nous le dire. J'ai pas dit. Non, ça va pour l'instant, je passe un agréable Voilà. moment, c'est chouette. Non, mais c'est voilà, ça va vite, quoi. voilà. Il y a une énergie. Il y a une vraie énergie qui se détache de vous. C'est sûr que quand vous êtes là, vous êtes là. Non, mais en fait, on travaille pour des marques. En fait, les marques, il faut qu'elles émergent. Donc, en fait, c'est un peu pareil, quoi. Voilà, ça fait écho. Vous dites que la culture d'entreprise, c'est votre vraie force aujourd'hui. C'est quoi la culture CBA? Alors, on va décrire ça comme un entrepreneuriat créatif.
Donc en fait, on prend des initiatives, on crée des choses avec beaucoup de liberté. D'accord. Et je pense qu'en fait, finalement, cette liberté, savoir oser, cette agilité, c'est quand même ce qui, à un moment, peut rendre différent. Et nous, on bosse pour rendre différents les marques, hein. Et c'est là-dessus que les marques doivent nous challenger. Alors après, la liberté, c'est bien quand elle a un certain cadre, en fait. Ouais. Et donc, je pense que le travail qu'on fait et l'arrivée de Cécile nous aide, en fait, là-dessus à peut-être se discipliner un peu, mettre paradoxalement un cadre à cette liberté. Et le but là-dedans, c'est d'avoir plus d'impact, répliquer pour avoir plus de puissance. Vous disiez tout à l'heure, il y a un mot qui m'a, là dans cette réponse, il y a un mot qui m'a un petit peu télescopé, c'est le mot oser. C'est quoi oser en 2025? Moi, je pense qu'en fait, parfois, il faut savoir rendre les choses un peu inconfortables parce que sinon, vous êtes un peu dans la masse et vous êtes perdu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Une marque, ça doit émerger. Et donc, elle émerge, c'est ce que disait Cécile, par des codes, par une personnalité, par comment elle parle, etc. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, oser, c'est choisir son camp, en fait, hein, mais c'est comme une personnalité. Vous choisissez votre camp, vous vous étonnez, vous êtes cohérent par rapport à vos actions, mais parfois, et c'est comme ça aussi, il faut quand même savoir saisir un peu l'air du temps, c'est comment vous saisissez des opportunités, pas forcément là où on vous attend, et c'est peut-être ce qui parfois vous rend plus désirable, en fait. D'accord. C'est un mélange savant entre s'assumer et oser. Tu l'as Ouais, pas, hein? c'est s'assumer, mais quand même, oser pour moi, c'est aussi savoir prendre des risques. Ouais. Des risques qui peuvent être qui peuvent être mesurés. Quand on travaille sur des marques, l'idée, c'est d'être pertinent pour une certaine cible de consommateurs. Mais pour que les consommateurs se souviennent de vous, il faut des fois les surprendre. Et donc, si on n'ose pas et qu'on prend zéro risque, on risque de se retrouver non différencié et voire devenir une commodité. Est-ce que, en tant que consommateur, j'ai besoin d'être rassuré par ce que fait une marque depuis 1000 ans et c'est pour ça que je l'aime bien? Ou est-ce que je vais être séduit par le fait qu'elle me bouscule et qu'elle me change et qu'elle change de temps en temps? Bah, en fait, si elle vous bouscule et qu'elle reste authentique par rapport à ses valeurs, ça va vous plaire. Si elle vous bouscule pour vous bousculer, elle risque de pas forcément vous toucher, en fait. Et c'est la difficulté aujourd'hui, en fait, hein. Aujourd'hui, avec l'IA, je viens de lire une super étude de McKinsey. Il y a 400% plus de contenu de marque qui est produit aujourd'hui. Parce que comme ils automatisent les contenus de marque, toutes les marques parlent. Un brouhaha total Absolument. où, en fait, ils ont fait une étude, il y a moins 75% d'attribution à la marque. Donc, c'est un peu inquiétant quand même. C'est-à-dire que ça parle beaucoup, mais on ne retient pas. On retient Personne n'émerge. personne n'émerge. Parce qu'en fait, si on continue à automatiser du contenu sans forcément de sens, on ne va pas vous bousculer, mais vous n'allez pas non plus. On va saturer. On sature. Voilà. Et donc aujourd'hui, notre métier, il est crucial. Il faut qu'on aide les marques à se définir qui elles sont, comme vous avez dit, s'assumer, Ouais. et pas être quelqu'un d'autre. Comme dirait Anne, la place est déjà prise. Mais par contre, il faut continuer à surprendre le consommateur et avoir des idées qu'ils vont se souvenir de vous. Et aujourd'hui, c'est ça la difficulté de notre métier. C'est clair. Et c'est pas facile dans certaines catégories. Comment on fait pour bouger? Parce que là, j'entends les marques nouvelles, certaines formes de brouhaha, tout ça. Mais prenons l'exemple d'une marque qui est peut-être un petit peu plus ancienne, avec un peu plus de longévité. Prenons une marque qui a une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années. Comment on bouge un bateau comme ça, de 50 ans? Parce que ça ne se bouge pas comme une boîte moderne. Comment vous arrivez à distiller votre savoir-faire à ces marques-là qui sont un peu plus anciennes? Et je pense que alors Cécile y a déjà un peu répondu, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une colonne vertébrale de qui vous êtes, Un ADN. un ADN, et quelque part, vous devez être sincère par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement, le fait de quand même coller à l'air du temps, c'est ce qui remet la marque dans une forme de culture, en fait. On s'adresse à des gens, donc en fait, il faut qu'on raisonne. Donc là, je pense qu'effectivement, la marque, elle va continuer à vivre. Après, ce qui est très étonnant, et peut-être qu'on va rentrer dans un sujet, c'est quoi une marque iconique? Finalement, il y a des marques iconiques très populaires qui sont là depuis très longtemps et en fait qu'on achète toujours, qu'on se transmet toujours. En fait, c'est plus qu'à un moment, elles vont regarder un sujet à leur prisme et elles vont donner un point de vue à leur prisme. Et c'est ça qui est intéressant, Ouais. parce que sinon tout le monde ferait la même chose en fait. Donc, je pense qu'une marque, elle va, j'ai pas envie de dire perdurer parce que c'est un peu poussif, mais quelque part, elle va vivre, elle va être intemporelle.
à partir du moment où finalement, elle crée ses propres standards, en fait, et elle ne suit pas toujours, finalement, les codes de la catégorie. Parce que ça devient un peu ennuyeux, en fait. Je suis absolument d'accord. Est-ce qu'une marque iconique, on n'attend pas d'elle qu'elle ait une certaine forme de sagesse par rapport à tout ça? Alors moi, j'appellerais pas ça de la sagesse. Quelque part, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, elle a osé à un moment Ouais. créer ses propres standards, Ouais. elle Et elle s'y s'y tient. Et finalement, aujourd'hui, se tenir et tenir le cap, c'est déjà osé. C'est clair. D'accord? C'est clair. Ouais, Non, je suis mais d'accord. voilà, en Ouais, je fait. suis d'accord. OK. Euh, En préparant cette émission, il y a un mot qui est venu souvent me télescoper, c'est le mot intrapreneuriat. Alors, je vais être honnête avec vous, moi, je ne l'ai pas, ce mot-là. Je veux bien que vous me le définissiez. C'est un peu ce que Anne vous a expliqué sur la culture de CBA. Aujourd'hui, CBA, c'est un groupe. Donc, en fait, les gens qui travaillent chez CBA, c'est des salariés. Mais nous, on travaille dans une industrie où il faut être créatif, il faut oser. On en a beaucoup parlé. Et c'est ça pour moi l'entrepreneuriat. C'est nous, en tant que manager, on doit donner un cadre qui permet une forme de liberté, qui permet à chacun de pouvoir se dire tiens, j'ai cette idée, j'ai envie de la développer, ça va amener de la valeur à la boîte. Ouais. Donc, se comporter presque comme un entrepreneur qui va oser des choses nouvelles, être très dans ce qu'on appelle, nous, le test and learn, faire des pilotes, etc. Et ça, c'est notre rôle de manager. Et moi, aujourd'hui, je gère 9 bureaux dans le monde entier. Et c'est ce que je donne comme liberté, en fait, aux directeurs de bureau, de studio. En fait, il y a cette colonne vertébrale. Mais en même temps, je les invite à vraiment se dire, pour ce marché, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais justement, vos clients, c'est quoi? C'est le patron de l'entreprise? C'est souvent des directeurs marketing. Directeur marketing, tout ça. Comment on arrive à les faire changer et à peut-être mieux s'assumer parce qu'ils s'étaient un petit peu égarés? Bah, en ce moment, c'est pas facile parce que comme l'économie ne nous aide pas, Ouais. et c'est pour ça que c'est d'autant plus notre rôle, c'est qu'on doit justement utiliser la data pour les convaincre que c'est une prise de risque qui est quand même OK, la preuve par l'exemple. Mesurer. Preuve par l'exemple. J'ai mesuré, regardez ce qui se passe, il faut aller par là. Ouais. C'est ça. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quand on a une marque qui marche super bien dans un environnement économique un peu frileux quand même en ce moment, on pourrait rester dans Oui, tendance au repli. attentisme, Tendance à repli, on recul. attend un petit peu ce qui se Voilà. passe. On voit hein, en ce moment, les marques on a l'item de différenciation des marques, 80% des marques sont en train de diminuer cet item. Mais moi, c'est ce que j'allais dire, en fait. Je pense que c'est aussi à nous de leur prouver, d'abord, de les rendre fiers de leur marque. Je pense que ça commence par là, au démarrage. Et deux, de leur prouver que finalement, ils perdent en différenciation. Et qu'en fait, si à un moment, ils deviennent très linéaires dans un rayon, alors déjà, pas vu, pas pris, pas connu, même pas, on parle même pas. Mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va y revenir, en fait? C'est pas simplement d'y aller, c'est d'y revenir. Donc la data nous aide quand même pas mal par rapport à ça, parce que parfois le chiffre, ça permet de moins discuter. En même Ouais, temps, je suis assez le d'accord. chiffre, on peut en faire un petit peu ce qu'on en veut. On peut lui faire dire ce qu'on veut. Voilà, mais enfin quand même, la data, elle nous aide par rapport à ça. Elle peut aussi nous aider à projeter une performance. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais je pense que on peut, dans une conversation, sans forcément effrayer, on peut prouver effectivement ou donner une destination à une marque en fait, et de voir là où on la verrait. Il y a une phrase qui me revient en vous écoutant depuis tout à l'heure, c'est le vieil adage, c'est innover ou disparaître. On est un peu dedans là. Hein. Et ce qui est intéressant aussi quand on est du côté de l'agence, c'est que quand on est chez le client, on travaille principalement sur une catégorie. Donc, ils sont experts de leur catégorie. Et nous, en agence, on travaille sur des catégories complètement opposées. On va travailler dans l'hospitalité, la lessive, le cosmétique, etc. Et en fait, on a cette capacité de transposer des succès d'une catégorie à l'autre. Et donc, ça peut aussi, par l'exemple, me donner envie et accompagner. Et moi, je pense que c'est vraiment notre rôle en tant qu'agence de branding, c'est d'accompagner nos clients dans cette posture de prise de risque aujourd'hui qui est clé. Là, vous parlez d'exemple, ça me donne une transition toute faite. Est-ce que vous pouvez nous filer un exemple d'une marque que vous avez aidée, peut-être qui s'était un peu perdue ou qui s'était un peu éloignée, et qui maintenant, enfin, ou en tout cas, grâce à votre action, est dans le succès aujourd'hui? Alors avec beaucoup d'humilité, parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment, comment dire? On travaille avec un client, un client travaille avec une agence, et en fait, c'est un peu le résultat des deux. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut quand même qu'on ait un client qui à un moment ait une vision. Je pense que c'était le cas là.
Je pense que la marque Nescafé, je vais peut-être vous surprendre. C'est une grande marque, ouais. Voilà. Alors, il faut voir Nescafé pas qu'en France. Il faut voir Nescafé dans 195 pays. Et si je prends, par exemple, Nescafé en Chine, on commande un Nescafé dans un bar. Waouh. Hein, waouh, vous avez fait waouh. Ah oui, d'accord. Bon, voilà. Donc, en fait, il y a quand même une grande disparité. Donc, en fait, il faut avoir l'image de cette marque vraiment comme une marque globale. Et je pense qu'à un moment, il y a eu beaucoup, je ne reste pas que dans le café, mais plein de petites marques ont popé de partout, hyper désirables, hyper RSE. Ok, c'était super. Mais quelque part, la question s'est posée, est-ce qu'elles ont l'échelle pour impacter? Et je pense qu'en fait, Nescafé, quand à un moment ils ont réalisé qu'ils avaient l'échelle et qu'ils avaient la fierté de se dire, en fait, on peut vraiment impacter, donc sur toute la chaîne, hein, du grain à la tasse, avec les gens au milieu et peut-être au-delà, je pense que cette marque, quelque part, effectivement, elle a accepté de s'assumer sur son gros volume, qui parfois n'est pas super sexy quand on dit qu'on est partout, Ouais. en disant qu'en fait, elle avait la masse critique pour impacter. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est vrai qu'on veut toujours peut-être être plus premium qu'on est. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quelle valeur on va apporter. Je pense que Nescafé est une marque hyper accessible. Et c'est quand même génial d'être accessible et d'être une marque populaire. Et après, en fait, je pense qu'aussi, alors même si Nescafé a une cible, et vous l'aurez compris, en fait, on ne s'adresse pas à des méga connaisseurs de café, donc voilà, mais on s'adresse certainement à des gens qui ont envie de profiter des plaisirs du café, des boissons café au sens large du terme. Je pense que c'est une marque, justement, en fait, qui est hyper inclusive, qui s'adresse à tout le monde, et qui est quelque part, qui peut être un peu votre allié au quotidien. Alors Anne, vous êtes très forte, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que vous m'avez expliqué ce qu'était Nescafé et son positionnement. Mais moi, ma question, c'était plus précise que ça, c'est comment vous les avez aidés? Ah, eh bien, alors, vous ne nous avez pas écoutés. Non, je plaisante. Un petit peu par rapport à ce qu'a dit Cécile, c'est-à-dire à un moment, on s'est dit finalement, c'est quoi le fondamental de Nescafé? Qu'est-ce que véritablement on veut offrir? Ok, vous leur redonnez cette impulsion, nous. Exactement. On leur redonne la fierté de ce qu'ils sont dans leur ADN. Et comment on va pouvoir l'exprimer? J'ai compris. D'un Vous point de pouvez vue avoir la design, dans les tendance. codes, etc. J'ai etc. compris. On avait peut-être l'envie de s'éloigner un peu de ce truc-là et vous les avez aidés à revenir à leurs fondamentaux et leurs bases. Quelque part, si on parle d'un peu s'éloigner, je pense qu'en fait, il était assez facile dans le monde du café qui, quelque part, se premiumise énormément. Bon, il suffit de voir le coût de la matière première. C'est sûr qu'à un moment, il va falloir, ça retombe dans le prix consommateur. Mais quelque part, effectivement, c'était, quand on voit une marque comme Nespresso, ça pouvait être tentant de se dire comment on se benchmark par rapport à ça. Et je pense que la vérité de Nescafé, au contraire, c'est pas d'être un club select. D'accord? Donc, en fait, je pense qu'on a redonné de la fierté à cette marque par les codes et en acceptant effectivement de montrer qu'est-ce qu'elle était vraiment et d'aller rechercher des codes de ce qu'elle est. Absolument, j'ai compris. J'ai compris. Tout à l'heure, on a parlé un peu d'IA. Je vois que ça arrête un petit peu là-dessus. IA, elle est partout. Elle a télescopé nos métiers dans tous les sens. Comment vous l'utilisez? On a parlé du data, mais précisément l'IA. Alors justement, c'est pour ça que moi j'ai décidé de prendre la direction de CBA, parce qu'on fait partie de ce groupe WPP qui a une plateforme qui s'appelle WPP Open. Et donc, l'ensemble de nos collaborateurs ont accès à cette plateforme sécurisée IA qui regroupe les IA qui vont vous aider, type Gemini, ChatGPT, mais aussi des IA pour faire des films, des IA pour faire des images, des IA, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est notre enjeu en 2026, de 25 et de 2026 demain. On a besoin d'adopter en fait l'IA dans tous nos process de travail, parce qu'aujourd'hui, l'IA ne va pas nous remplacer. Nous, on fait un métier créatif d'idées, et aujourd'hui, la titre d'aujourd'hui, elle ne sait pas. Ça, a priori, on est encore bon, ouais. Mais par contre, dans ce qui est l'exécution, dans rollout, quand Anne dit on développe Nescafé sur, combien tu m'as dit, 195 pays. 195 pays, vous imaginez toutes les adaptations qu'il y a à faire, etc. Mais ça, aujourd'hui, l'IA, c'est formidable. D'arriver à faire ces adaptations, parler à un jeune qui va boire du ice coffee au grand-père qui boit du Nescafé rantané depuis toujours, c'est culturel chez lui. ça peut nous aider, en fait. Voilà. Et donc, on n'a pas le choix, il faut qu'on avance avec l'IA et voilà. On fait déjà beaucoup. À nos métiers, on a quand même beaucoup de jeunes et tout le monde est... Mais même nous, les plus âgés, on est hyper à l'aise. Non, mais ça nous facilite la vie, ça nous permet d'aller plus vite. Voilà.
c'est comme dans beaucoup de métiers, ça vous fait gagner du temps sur des tâches plutôt chronophages, plutôt tout ça. Vous gagnez en efficacité là-dessus. Ouais. Alors, on gagne en efficacité, mais la réalité, c'est que quand même, en fait, pour bien utiliser l'IA, il faut déjà connaître super bien nos métiers. Voilà. Mais votre IA, si je comprends bien, c'est qu'elle est quand même assez verticalisée et protégée, vous. Vous l'avez verticalisé un peu métier quand même. Enfin, c'est surtout qu'effectivement, plus on nourrit une IA, et on la nourrit en fait avec les marques, avec les positionnements, les tons de voix, etc. Pour un client, il n'a pas envie de partager ça en fait avec son concurrent, il n'a pas envie de faire la collective. Ouais. Donc effectivement, ce qu'offre WPP Open, c'est qu'en fait, effectivement, c'est une IA sécurisée et ça nourrit que l'intérieur. Voilà, c'est fermé. J'ai compris. Qu'est-ce qui fait, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec les notions de iconique. Qu'est-ce qui fera vraiment la différence entre une marque qui dure et une marque qui disparaît dans les années à venir? Moi, je pourrais retransformer la question en disant qu'est-ce qui fait que vous allez changer de magasin quand vous ne trouvez pas votre produit dans un magasin. Quelque part, c'est un peu ça. Alors, ça peut être sur des choses, peut-être parce qu'en fait, vous aimez absolument le goût. Ouais. Mais bon, le goût, c'est pas forcément. Je pense que parfois, ça peut être copiable. Donc, quelque part, en fait, c'est justement le branding, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui va faire votre personnalité de marque, comment vous vous exprimez. Quelque part aussi, quand vous mettez une marque sur la table, ça peut être aussi du statut social. Qu'est-ce qui fait que, compte tenu des marques que vous achetez ou que vous découvrez ou que vous faites découvrir aux autres, finalement, ça va aussi vous positionner vous-même. Donc, en fait, c'est cette part, je pense, au-delà du fonctionnel, c'est ce qu'on disait, c'est cette part d'émotionnel, c'est cette attitude, une marque qui a de l'attitude, c'est-à-dire à un moment, et rebelote, on revient sur ce qu'on s'est dit, qui va choisir ses propres standards, qui va parler d'une certaine façon. À un moment, Des points de vue. Elle devient incontournable. Qui va s'inscrire dans aussi un peu une marque citoyenne aujourd'hui. Les gens, ils attendent qu'en fait, c'est très bien d'avoir cette idée de positionnement, mais il faut que les marques agissent en alignement avec leurs valeurs. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on part un peu moins de tout ce qui est purpose, raison d'être, etc. Parce qu'en fait, les consommateurs ou les employés de ces marques attendent que les marques, elles délivrent sur la promesse qu'elles ont faite. Il faut que ça ait du sens aussi et que ça soit aligné avec l'éco. On ne peut pas dire que notre combat, c'est l'inclusion et dans les faits, de pas et d'agir différemment. Voilà. Ouais, le boomerang, à mon avis, il est violent. Il est violent. On arrive au terme de cette émission. Enfin, c'est passionnant. Je découvre les marques avec vous. Une dernière phrase pour tous les deux, le mot de la fin. Dans 10 ans, vous en serez où dans la boîte? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Qu'est-ce que vous voyez arriver de votre chaise? Mais loin. 10 ans, c'est hyper long. On sait à peine se projeter à 3-4 ans. Non, donc, Non, mais je pense pas. On a vraiment un métier, j'espère que ça restera, un métier de point de vue quand même. Ouais. Honnêtement, quand on nous appelle, alors après, parfois on est dedans ou parfois on n'est pas dedans ou on n'a pas su convaincre. Ouais. Mais je pense qu'on attend un point de vue. Et ça, je pense quand même que... Que vous osiez quoi les autres. Oui, ouais. voilà, on veut ça. on prend des risques. Ouais, on fera là. Et ça continuera, je pense. Voilà. Tous les métiers de conseil, c'est comme ça. Eh ben, j'espère que vous viendrez nous en parler à cet endroit-là. Merci, Merci. d'avoir partagé ce temps avec nous. On en sait beaucoup plus maintenant sur l'évolution des marques. Vous qui nous regardez, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste suit toujours. Bye bye.